Je remercie la Cité des Sciences de cette invitation à parler du climat de manière un petit peu plus détaillée, un petit peu plus longue que ce que l'on a l'habitude de faire, puisqu'on va faire en 7 séances ce qu'on a l'habitude souvent de faire en une seule séance. Pour nous, c'est l'occasion de donner un contenu beaucoup plus précis à toutes les notions sur lesquelles on passe généralement très vite. C'est aussi un petit peu un exercice auquel on n'est pas très habitué, c'est d'essayer de parler sans équation, sans langage trop spécialisé, de thèmes qui généralement font plutôt l'objet de cours, quand on a 7 heures pour parler du problème du climat. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'introduire un premier aspect du climat. Donc on va essayer de rentrer progressivement dans la complexité du système climatique, avant ensuite de voir comment est-ce que cette complexité peut être modifiée, soit naturellement dans le passé, soit par les activités humaines. Et j'ai choisi un premier thème qui est celui de l'énergie, c'est-à-dire de regarder le système climatique comme une machine qui prend l'énergie du soleil et qui la transforme. Alors, la semaine prochaine, puisqu'on a deux conférences pour essayer de décrire comment fonctionne le système climatique, on prendra un autre fil directeur pour regarder un petit peu les mêmes processus, qui sera celui de la rotation de la Terre. C'est en fait deux grands moteurs à toute la machinerie climatique. Il y a cette énergie solaire, et puis le fait qu'on est sur une sphère et une sphère qui tourne. Donc c'est un petit peu ces deux aspects qu'on examinera, l'un aujourd'hui, l'autre la semaine prochaine. Et ça sera l'occasion, dans les deux cas, de présenter l'ensemble des processus qui affectent le système climatique. Alors, je voudrais juste commencer par mettre en toile de fond un petit peu de ce que je vais dire aujourd'hui, ces diagrammes, parce que sont l'occasion d'assister, peut-être prendre ce micro, c'est plus facile, d'assister sur un élément très important qui va servir aussi de guide pendant ces séances, c'est la notion d'échelle de temps. Le système climatique, c'est un système qui a évolué pendant beaucoup d'années, et finalement, si on s'y intéresse depuis quelques années, c'est parce qu'on s'attend à des évolutions nouvelles qui seront dues aux activités humaines. Et en toile de fond, un petit peu derrière tout ce qu'on va dire, il y a cette préoccupation qui est née de l'évolution constatée depuis quelques années des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors je voudrais juste faire une petite référence en introduction, et je me resservirai un petit peu des échelles de temps dont je vais dire un mot maintenant par la suite. Alors je pense que vous avez ici une évolution du dioxyde de carbone, du méthane et d'oxyde d'azote sur des périodes qui sont de 1000 ans. On ne voit pas très bien, je m'en excuse, les notations. Donc de l'an 1000 à l'an 2000. Et ce que vous voyez, c'est cette augmentation sans ambiguïté de la composition chimique de l'atmosphère à partir de 1860. Pour le CO2, on y reviendra, c'est une augmentation de 30% depuis quelques décennies, depuis un siècle et demi, mais très fortement marqué au cours des dernières décennies. Pour le méthane, c'est presque un triplement. Pour l'oxyde d'azote, on a une évolution qui est un petit peu plus modeste par rapport au niveau pré-industriel, mais qui elle-même est exponentielle. Alors ça dessine des échelles de temps multiples. Il y a l'échelle de temps représentée sur le diagramme, où on voit en fait une extrême stabilité du système climatique. Si on remontait dans le temps, on verrait que cette stabilité du système climatique s'étend sur 4000, 5000 ans à peu près, d'un climat extraordinairement stable, et puis ce début de déstabilisation. Puis il y a deux échelles de temps qui ne sont pas figurées ici, qui sont les échelles de temps très intérieures, celles des grands bouleversements climatiques liés au climat du passé. Le climat a pu varier de 5 à 6 degrés en moyenne globale entre les climats glaciaires ou interglaciaires, et c'est ce dont parlera Jean Jouzel. Puis vous avez une échelle de temps du futur avec une augmentation des gaz à effet de serre et des températures qui sont liées, qui vont être aussi très grandes. Et d'une certaine manière, ce climat du futur, par son amplitude, mais en beaucoup plus rapide, rappelle les perturbations du passé. Donc ça fait 4 échelles de temps à bien distinguer, le passé lointain, le passé récent très stable, le début de perturbation dans lequel on est, et puis les craintes pour le futur.
Et je pense que ce sera important d'avoir ces 4 échelles de temps en référence quand on va parler de la suite. Alors, je vais être obligé aujourd'hui de rentrer dans des processus donc, qui vont être relativement complexes, nombreux. Je vais essayer de le faire en dégageant un certain nombre d'idées simples, mais justement puisqu'on a du temps, sans échapper complètement à la complexité des processus. Ce qui est représenté ici, c'est une image sur laquelle on reviendra plusieurs fois, des échanges d'énergie qui gouvernent le système climatique. Et vous avez au départ, en fait, sur cette espèce de grande colonne ici, le rayonnement solaire. Alors c'est l'objet du cours d'aujourd'hui, c'est de voir comment le rayonnement solaire va se transformer dans le système climatique, quelles sont les manières qu'il choisit pour chauffer le système climatique. On voit que c'est une manière souvent indirecte. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur les chiffres. Il y a quelques chiffres qui sont importants à retenir malgré tout. On parlera de la constante solaire, je reviendrai tout à l'heure, qui est le rayonnement solaire incident au sommet de l'atmosphère, qui est de 1360 watts par mètre carré. Si on regarde le fait que le rayonnement il est rasant dans les pôles, il ne frappe pas la Terre sur le côté où il fait nuit. En fait, le rayonnement moyen est 4 fois inférieur, il est de 340 watts par mètre carré. Donc ce sont ces chiffres qui correspondent à l'entrée d'énergie dans le système et par auquel il faudra, en conclusion aujourd'hui, mais surtout dans les séances suivantes, que l'on fera plutôt au mois de janvier, regarder comment on dimensionne la perturbation humaine. Donc, c'est important d'avoir en tête ce chiffre unique de 300 à peu près watts par mètre carré, un petit peu, qui servira de référence ensuite quand on voudra voir la manière dont le système climatique est affecté. Donc sur ce diagramme, on a représenté un ensemble de processus qui sont des processus clés pour l'évolution du système climatique. Je voudrais utiliser ce diagramme petit à petit, donc avancer d'abord sur celui-ci, qui est lui aussi un diagramme compliqué. Enfin, les petits diagrammes un petit peu plus compliqués sont au début. Les choses plus simples viendront après, une fois que j'aurai présenté quelques notions importantes de physique. Vous avez ici une illustration de ce que signifie en fait le rayonnement électromagnétique pour les échanges d'énergie dont on va parler. Vous avez une courbe qui est exprimée en fonction de la longueur d'onde du rayonnement. Donc si vous voyez, vous avez des longueurs d'onde qui vont être de 0,2 microns à 2 ou 3 microns ici. Et tout ce spectre-là, ça correspond au spectre solaire. Ce que vous avez ici, c'est la courbe d'émission d'un objet qu'on appelle un corps noir, qui serait à 6000 Kelvin, à 6000 degrés Kelvin. Alors, la surface du Soleil est à 6000 degrés Kelvin, l'intérieur du Soleil est à une température beaucoup plus élevée, la surface du Soleil est à 6000 degrés Kelvin, et le Soleil va émettre une énergie donc, qui se situe entre 0,2 et 2 ou 3 microns. Donc 0,2 à 0,4 microns, c'est l'ultraviolet. On passe ensuite dans le domaine visible, et on arrive ici dans un domaine qui est du proche infrarouge. La Terre, elle, a une température de 300 Kelvin. Elle émet un rayonnement qui va se situer complètement dans des longueurs d'onde infrarouges de 2 à 3 jusqu'à 50 microns. Donc ce qui va séparer complètement le rayonnement solaire et le rayonnement terrestre, c'est le fait que le rayonnement solaire est émis par une température très chaude, par un corps à température très chaude, et donc couvre une certaine gamme de longueurs d'onde, alors que le rayonnement terrestre, lui, est émis par un corps à une température beaucoup plus froide et couvre une gamme de longueurs d'onde différentes. Alors c'est quelque chose qui paraît un petit peu technique, un petit peu barbare, mais il y a quand même plusieurs idées très importantes derrière, sur lesquelles je vais revenir à partir du diagramme précédent. C'est en fait la raison, le fait que les gammes de longueur d'onde sont très différentes, qui fait qu'on peut séparer, quand on représente l'équilibre du système climatique,
deux domaines bien séparés. Le domaine du rayonnement solaire, donc qui correspond à ces longueurs d'onde du domaine du rayonnement solaire, et puis le domaine du rayonnement terrestre. Et tout l'équilibre du climat, c'est un équilibre où la Terre reçoit du rayonnement solaire, elle va l'absorber ou le renvoyer vers l'espace, on va voir, ça dépend un petit peu des processus qui seront en jeu. Et puis, elle va émettre, au contraire, du rayonnement, la Terre va au contraire émettre du rayonnement vers l'espace. Et ces deux processus doivent s'équilibrer. Si on prend la température de la planète sur des périodes extrêmement longues, même le milliard d'années, on a une température qui évolue finalement assez peu. On ne sait pas mettre des chiffres, mais quelques degrés tout au plus d'évolution de la température sur des périodes extrêmement longues en moyenne globale. Et ça correspond à un équilibre maintenu pendant des millénaires et même beaucoup plus entre le principe qui chauffe la planète, qui est l'absorption du rayonnement solaire, et le principe qui refroidit la planète, qui est l'émission de rayonnement vers l'espace. Alors, ce que vous voyez sur ce diagramme, c'est que ce principe d'égalité entre le rayonnement solaire absorbé et puis le rayonnement infrarouge émis vers l'espace, eh bien, il se complique d'un certain nombre de processus parasites. Et ce qu'on voit ici, c'est une représentation de l'atmosphère. En fait, la grande complexité du système, elle va être liée au fait que on est une planète où on a une atmosphère, c'est une atmosphère extrêmement fine, une atmosphère qui fait 20 km d'épaisseur, ça paraît une petite pellicule à la surface de la planète, mais dans cette atmosphère se jouent des processus extrêmement importants qui vont conditionner la nature de cet équilibre entre le rayonnement solaire incident et le rayonnement terrestre émis vers l'espace. Alors vous avez un certain nombre de ces processus qui sont représentés ici. Vous avez en fait des flèches qui montrent qu'une partie du rayonnement solaire retourne vers l'espace. Il retourne vers l'espace parce qu'il est réfléchi par l'atmosphère elle-même. Cette réflexion par l'atmosphère elle-même, il y en a une que vous connaissez, enfin vous l'observez tous les jours, il y a une partie qui est liée au bleu du ciel, toute la réflexion par les molécules, qui est une diffusion de la lumière dans les gammes bleues essentiellement, ça correspond à de l'énergie qui va retourner vers l'espace et qui va être inutilisée pour une grande partie pour chauffer le système climatique. De même, les nuages diffusent la lumière. Alors vous avez une grande différence entre la diffusion par le bleu du ciel, qui est une diffusion moléculaire, et par les nuages sous forme de particules, on y reviendra, mais les nuages renvoient une partie de l'énergie vers l'espace. Et puis vous avez enfin une partie d'énergie qui est réfléchie directement depuis la surface. Donc le rayonnement arrive jusqu'en bas, et une partie qui est réfléchie vers la surface. Si on fait le total de toutes ces contributions, on a en fait 30% de l'énergie du Soleil qui ne joue pas de rôle direct pour chauffer la machine climatique, parce qu'elle est renvoyée vers l'espace, soit par l'atmosphère, soit par la surface. Alors maintenant, on reste sur cette colonne principale, c'est le rayonnement solaire qui n'est pas reparti. Et ce rayonnement solaire qui n'est pas reparti, il va servir à chauffer le système climatique. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une petite partie qui va servir à chauffer l'atmosphère. Donc on dit qu'il y a absorption dans l'atmosphère. C'est une partie qui paraît mineure, qui paraît faible. Effectivement, c'est seulement 20% du rayonnement solaire qui sert à chauffer le système climatique. Alors on peut voir ça sur le diagramme que j'ai montré jusqu'avant. Je vais passer du temps sur ces deux diagrammes et ensuite ce que vous voyez ici, c'est les bandes d'absorption d'un certain nombre de molécules. Vous avez la vapeur d'eau, vous avez le CO2, vous avez l'ozone, et vous voyez le spectre des images visibles d'un côté, le spectre du solaire d'un côté, le spectre du solaire d'un côté, pardon, je m'excuse, et le spectre terrestre de l'autre. Ce que vous voyez, c'est que dans le domaine visible, dans le domaine central pour le rayonnement solaire, on a très peu d'absorption. On a en fait une grande transparence de l'atmosphère pour le rayonnement solaire, alors qu'on voit que du côté du rayonnement terrestre, l'atmosphère va être beaucoup moins transparente. On a quelques zones de transparence qui sont les zones où on arrive à regarder la Terre par satellite. Souvent, c'est
Les images satellitaires Météosat sont des mesures dans ces zones de transparence infrarouge. Mais pour l'essentiel, la Terre est très transparente au rayonnement solaire, très peu transparente au rayonnement terrestre. L'autre chose, c'est que, j'y reviendrai, vous voyez qu'il y a quelques gaz seulement qui contribuent à cette absorption du rayonnement. Donc en revenant sur ce diagramme, voilà, ce que l'on voit, c'est ici une absorption par l'atmosphère qui est très modeste. En fait, l'essentiel du rayonnement solaire va être absorbé par la surface. Donc ça, c'est quelque chose qui va dessiner en fait tout le caractère du système climatique. On va avoir une opposition entre un système atmosphérique, qui est un système qui est pénétré par le rayonnement solaire le traversant, avec une petite réflexion, une petite absorption, mais la moitié du rayonnement traverse l'atmosphère et vient chauffer le sol. Et l'atmosphère va être un fluide chauffé par le sol. Et tout ce qu'on verra ensuite du caractère bouillant, rapide, capable de mélanger rapidement l'énergie de l'atmosphère, tient au fait que c'est un fluide, c'est comme une casserole qu'on chauffe par le bas, c'est un fluide qui va être chauffé par le sol. L'océan, au contraire, va être un fluide chauffé par le haut, on va y revenir tout à l'heure. Donc, tout le système, toute la complexité du système climatique, ça va être comment se débarrasser en fait de cette énergie qu'on accumule au sol, comment la renvoyer vers l'espace. Et ce que vous voyez, c'est que ça va se produire de manière compliquée, un petit peu douloureuse. Bien sûr, le sol émet de l'énergie dans le domaine infrarouge, c'est cette espèce de grande autoroute ici, mais vous voyez qu'elle n'arrive pas directement vers l'espace, elle est interceptée par les gaz à effet de serre, par les nuages, et ces gaz à effet de serre, ces nuages vont en remettre une partie vers le sol et une autre partie vers l'espace. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la Terre n'arrive pas à se libérer facilement de son énergie. Cette énergie que reçoit la Terre, elle n'arrive à s'en libérer que via l'atmosphère et via une absorption atmosphérique. Et ça va avoir une cause très forte, c'est le réchauffement de la surface terrestre. Une deuxième fois, on a vu le réchauffement solaire direct, mais en fait il y a un réchauffement par un rayonnement terrestre qui revient, et c'est ce qu'on appelle l'effet de serre, c'est ce rayonnement terrestre qui revient vers la surface. Alors le fait que l'atmosphère, que la Terre n'arrive pas à se débarrasser de son énergie, fait qu'elle va trouver d'autres formes aussi pour se débarrasser de son énergie, le chauffage direct de l'atmosphère, mais aussi un chauffage très important, qui est l'évaporation de l'eau, des océans, des forêts. Cette eau se recondense dans les nuages, et en fait l'eau condensée dans les nuages, vous voyez, c'est 78 watts par mètre carré, ça fait plus que l'absorption directe de rayonnement solaire. C'est-à-dire que le chauffage de l'atmosphère direct est plus important par la condensation de l'eau dans les nuages que par le rayonnement solaire absorbé. Et ça fait partie des mécanismes qu'invente la surface pour se débarrasser de son énergie, parce qu'elle n'arrive pas à le faire simplement par la voie infrarouge, à cause de cette espèce de tampon qui correspond à ce caractère très absorbant de l'atmosphère et des nuages qui renvoie tout le temps de l'énergie vers l'espace. Au bout du compte, bien sûr, on arrive à évacuer vers l'espace exactement l'énergie reçue du Soleil, mais c'est un processus qui est, comme on le voit, extrêmement douloureux et complexe. Donc ça, c'est au niveau des principes de base, ce que l'on peut dire, et on va essayer maintenant de décliner un petit peu plus, de manière un peu plus générale, ce qu'on peut dire du principe. Alors ce qu'on va regarder, c'est un petit peu les éléments qui peuvent agir sur cet équilibre, regarder un petit peu toutes les composantes de cet équilibre climatique et décliner la manière dont cet équilibre, de fait, peut se défaire. La première chose, c'est le Soleil. On a vu qu'à l'origine de tout, il y a le Soleil, et la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Soleil, c'est quelque chose de fiable, de fixe? Est-ce que l'insolation peut se modifier? Alors, on a du mal à répondre à ces questions, et on verra quand on se posera le problème de regarder ce qu'est le climat au XXe siècle, on aura une incertitude qui est liée aux mesures solaires, et il faut là aussi distinguer des échelles de temps un petit peu différentes.
Si on regarde les échelles de temps de l'histoire de la planète, on sait que le Soleil, il y a un milliard d'années, était beaucoup moins puissant. Ça, c'est la comparaison d'autres étoiles qui nous le dit. Au début de l'histoire de la planète, l'insolation, leur chauffage par le solaire était peut-être 30-40% moins forte que maintenant. Et on verra que ça a des conséquences. On hésite à savoir si la Terre a pu être complètement glacée à un moment de son histoire du fait de ce rayonnement solaire beaucoup plus faible. Aux échelles plus récentes, on n'a pas de raison de penser que le rayonnement solaire a très fortement varié. On a quand même un certain nombre de variations qui sont enregistrées. Et vous avez en fait deux échelles de temps pour lesquelles on a pu essayer d'estimer le rayonnement solaire. Alors, vous avez ici des mesures qui sont des mesures astronomiques qui ont été faites par différents astronomes à partir du XVIIe au XVIIIe siècle. À Paris, ça a été fait à Meudon et à l'Observatoire de Port-Royal. C'est essentiellement des mesures qui ont commencé du temps de Louis XIV. Essayer de voir le diamètre du rayonnement du Soleil, voir le nombre de taches solaires et en déduire des variations de la constante solaire. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était aux alentours de 1360 watts par mètre carré. Donc le quart seulement sert à chauffer l'atmosphère, à chauffer la Terre, puisque il y a une partie de la Terre qui est dans la nuit ou dans les pôles. Vous voyez que les estimations qu'on peut en faire, d'abord, sont pas exactes au watt par mètre carré près. Pour vraiment mesurer la constante solaire, il faut se mettre en dehors de l'atmosphère, ce qu'on appelle la constante solaire, c'est-à-dire cette émission qui, pour les terriens, est constante, mais qui varie dans le temps, qui est une donnée pour les terriens d'émission solaire, mais qui varie dans le temps. Cette constante solaire a fluctué. Elle a fluctué, on en voit des traces au niveau des taches solaires. Alors, vous avez, on le verra, une concordance possible entre une partie du réchauffement qu'on observe depuis le début du XXe siècle et les insolations qui sont ici. Si vous voyez les chiffres, on y reviendra, ce sont des chiffres faibles et qui ne permettent pas donc d'expliquer le réchauffement récent. Si on regarde la période plus récente, cette fois de manière instrumentée, donc ça c'est des relevés astronomiques très indirects, puisqu'on observe, j'ai dit, le diamètre du Soleil ou le nombre de taches solaires, on a une difficulté, et vous voyez qu'on a plusieurs estimations qui ne convergent pas nécessairement. On a aussi plusieurs estimations ici qui ne sont pas strictement convergentes et qui ne montrent pas des fluctuations exceptionnellement claires du rayonnement solaire. Donc il faut prendre le rayonnement solaire comme quelque chose qui fluctue légèrement, dont on maîtrise assez mal, que ce soit au niveau de l'observation et encore moins de la prévision, les fluctuations. Alors l'ensoleillement, ce qu'on appelle l'ensoleillement, c'est-à-dire le rayonnement solaire qui arrive à la surface de la Terre, n'est pas seulement dirigé par l'intensité du rayonnement solaire. Ce que j'ai dit, c'est que une partie de l'énergie qui arrive sur la Terre est liée au fonctionnement, ce que je venais de montrer, au fonctionnement du rayonnement solaire, au fonctionnement du Soleil en tant qu'astre. Et ces taches solaires, par exemple, c'est la trace de convection qui amène des taches froides à la surface du Soleil, et ces taches froides émettent moins d'énergie vers la Terre. Il y a une autre cause de modification du rayonnement solaire reçu à la surface de la Terre, éventuellement, c'est les variations de la distance Terre-Soleil. Alors, ces variations de la distance Terre-Soleil, elles ont joué un rôle qu'on retrouvera quand on parlera des climats du passé. Elles ont joué un rôle qui était à deux choses. D'abord, au fait que la planète ne décrit pas un cercle autour du Soleil, ce serait la courbe rouge, mais décrit une ellipse, c'est la courbe bleue. Alors, on caractérise une ellipse par son excentricité. L'excentricité, c'est la valeur normalisée c'est la valeur en pourcentage de la différence entre les deux axes, grand et petit, de l'ellipse.
et l'électronicité de la Terre est de 2% actuellement, ce qui est relativement faible, mais qui est suffisant pour créer des différences appréciables en termes d'énergie reçue quand on est à la périhélie ou à l'aphélie, c'est-à-dire au plus loin ou au plus près du Soleil. L'autre élément qui fait varier l'insolation reçue, c'est le fait qu'on a un axe qui n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. La Terre tourne autour d'elle-même avec un axe qui n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique, mais qui a incliné de 23 degrés. C'est ce qui fait les saisons. Donc, sur un tour que la Terre fait autour du Soleil, l'axe ne bouge pas, mais l'axe bouge très doucement au fil du temps. Typiquement, en 20 000 ans, on a cet axe qui va bouger et qui fait que ce qui va se produire, c'est que si on regarde les mois de janvier et de juillet, c'est-à-dire les mois où l'axe pointe à l'extérieur, pointe dans la direction opposée au Soleil ou pointe vers le Soleil pour l'hémisphère nord, les mois de janvier et de juillet vont tourner dans l'ellipse. Et ce qui va se produire, c'est que non seulement on a une ellipse, mais que la position des saisons dans l'ellipse va tourner. Et cette position de l'ellipse, elle est opposée entre les conditions d'il y a 11 000 ans et maintenant. Actuellement, on est au plus près du Soleil en janvier, ce qu'on voit ici, au plus loin du Soleil en juillet, et cette différence tend à restreindre l'amplitude du climat, l'amplitude saisonnière du climat. Alors il y a encore un élément qui va fluctuer, c'est que l'excentricité change, l'obliquité, c'est-à-dire la manière dont l'axe de rotation de la Terre est penché sur le plan de l'écliptique change, et puis les saisons changent dans l'ellipse. Donc tout ça va faire les climats, et on verra que c'est une des modifications importantes qui a entraîné les glaciations. Alors, pour en dire un mot justement, vous avez ici des fluctuations de la température sur lesquelles Jean Jouzel reviendra. Je voudrais simplement, en introduction, montrer qu'on a un cycle à 100 000 ans qui est bien clair. Vous avez 400 000 ans de climat. Vous avez ici les températures qui sont relevées en Antarctique. Et ce que vous voyez, c'est que ce cycle de 100 000 ans, il correspond très bien aux variations de l'excentricité. On peut voir un cycle de 40 000 ans, presque directement ici, qui correspond aux variations de l'obliquité. Et puis on voit des cycles de 20 000 ans à peu près qui correspondent à cette précession des équinoxes dans l'ellipse terrestre, c'est-à-dire à cette variation des saisons dans l'ellipse terrestre. Alors, je vais passer. Voilà, alors maintenant ce que je voudrais faire, c'est revenir sur un petit peu la dimension géographique des variations dont j'ai parlé, en parlant d'un certain nombre des composés qui agissent sur le rayonnement. Vous avez ici le premier des gaz à effet de serre, le premier donc des gaz qui va agir sur le rayonnement atmosphérique. Ce premier des gaz, c'est la vapeur d'eau. Alors j'insiste sur le rôle de la vapeur d'eau parce que c'est un gaz qui est un gaz très différent des autres, parce qu'il participe pleinement au jeu climatique. J'ai parlé d'échelle de temps tout à l'heure. Le cycle de l'eau dans le système climatique est un des cycles les plus rapides qui soient. L'eau est évaporée, recondensée, redistribuée à la surface de la Terre dans un délai de quelques semaines. Donc la distribution de vapeur d'eau que vous voyez à l'échelle de la planète est une distribution extraordinairement complexe, parce que justement, ce cycle de l'eau est un cycle où rien n'a vraiment le temps de se mélanger complètement, mais qui porte les traces de la dynamique terrestre. Alors, on a ici une planisphère, on ne voit pas très bien les continents, mais ce qu'on voit, c'est qu'on est à l'équateur ici. Donc vous avez plusieurs observations qui sont l'une des observations réelles par satellite et les autres des modèles, et je me resservirai de ce diagramme quand je parlerai des modèles.
Donc je l'introduis maintenant surtout pour première présentation du rôle de la vapeur d'eau dans le contexte des échanges énergétiques globaux. Ce que vous voyez, c'est que près de l'équateur, on a beaucoup de vapeur d'eau. Et en fait, on verra que près de l'équateur, on a des mouvements ascendants et on a effectivement une convergence d'humidité par les mouvements de l'atmosphère près de l'équateur. On a au contraire, et là, ça représente, on est à 10 km d'altitude à peu près, et on est à des niveaux de saturation qui sont presque de 80% de saturation. En blanc, on se retrouve dans les régions subtropicales, 30 degrés sud, 30 degrés nord. Et dans ces régions-là, ce que l'on voit, c'est des zones au contraire extrêmement sèches, moins de 10% d'humidité. On a de l'air qui descend, c'est la grande ceinture des déserts. Et dans ces régions-là, l'air est pratiquement sec, vide de vapeur d'eau. Puis à nos latitudes, on retrouve les mouvements de dépression de nos latitudes, et on a une vapeur d'eau intense. Alors cette distribution de vapeur d'eau, elle est essentielle à la vie sur Terre. J'ai dit qu'on avait un effet de serre important qui empêchait l'énergie de s'échapper librement vers l'espace. La vapeur d'eau est le premier des gaz à effet de serre qui contribue à cet effet. Et la vapeur d'eau est le premier contributeur à un effet qui réchauffe la planète d'environ 30 degrés. Donc sans les gaz à effet de serre, on aurait une température de la planète qui serait d'environ moins 18 degrés Celsius. Grâce aux gaz à effet de serre, et grâce au premier des gaz à effet de serre qui est la vapeur d'eau, on a une température qui est d'environ 15 degrés. Donc on voit à la fois sur ce diagramme l'extrême importance on voit dans les chiffres que je donne l'extrême importance de la vapeur d'eau, et on voit aussi l'extrême complexité que va jouer la vapeur d'eau dans le système climatique, puisque vous avez ce gaz qui va agir de manière aussi importante sur le bilan énergétique, mais dont en même temps la composition est en équilibre perpétuel avec la dynamique de l'atmosphère. Donc on va avoir dans la vapeur d'eau un lien extrêmement fort entre les aspects dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire les aspects énergétiques, et puis les aspects dont je parlerai la prochaine fois, les aspects de dynamique de l'atmosphère. Alors, il y a un autre aspect, et cette image est destinée un petit peu à compléter ce que je viens de dire, qui va moduler le bilan énergétique de la planète, ce sont les nuages. Alors, cette image, sur laquelle je reviendrai plusieurs fois, c'est une manière d'essayer de montrer justement les mouvements de l'atmosphère et les mouvements de l'atmosphère qui créent des nuages. C'est une image radar. Une image radar, ça va donner essentiellement la trace de l'eau condensée dans l'atmosphère. L'eau condensée, elle est associée aux mouvements verticaux, donc on peut imaginer ça comme une trace à la fois de la partie active des nuages, c'est pas toute la partie des nuages, mais la partie vraiment active des nuages où il y a beaucoup d'eau, et donc une trace des mouvements verticaux. Ce que l'on voit, c'est près de l'équateur, toute une bande où on a des mouvements verticaux qui sont des mouvements généralement ascendants. On retrouve beaucoup moins de mouvements verticaux dans les régions subtropicales, c'est la bande sèche que je montrais sur la vapeur d'eau tout à l'heure. Et puis on retrouve ces mouvements verticaux qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Une particule d'air qui vient ici, elle monte doucement de quelques kilomètres sur un trajet qui fait quelques milliers de kilomètres à nos latitudes. Alors, le pourquoi de cette circulation, ce sera un des objets du cours que je ferai la prochaine fois, de l'exposé que je ferai la prochaine fois. Ce que j'aurais montré ici, c'est là aussi l'extrême diversité des nuages, qui sont un des modulateurs importants du système énergétique terrestre, et l'extrême diversité des échelles spatiales qui les conditionnent. Ce que vous voyez, donc, c'est ces mouvements extrêmement amples qui vont créer des nuages sur des milliers de kilomètres. Et puis vous voyez que les zones convectives tropicales, ça peut être des mouvements tout petits de quelques kilomètres. Donc les nuages vont constituer là aussi un modulateur du bilan énergétique de la planète, particulièrement complexe, particulièrement interactif, avec le système avec la dynamique de l'atmosphère. Alors ça, c'est une image de la précipitation,
et qui est destiné à renforcer un petit peu la même idée que j'ai montrée. Les précipitations est associée aux nuages. Là, c'est une moyenne, donc qui gomme les petites échelles, les petites aspérités qu'on voyait tout à l'heure. On voit que quand on fait une moyenne sur un mois, on a cette bande de précipitations le long de l'équateur qui s'établit très clairement. Et puis on a des paquets de précipitations sur l'Indonésie, sur l'Amazonie, sur l'Afrique, ici. Et puis on retrouve nos dépressions de moyenne latitude un petit peu plus loin. Et dans l'intervalle, on a les zones subtropicales où il ne se passe rien. Alors, ça c'est une image qui était destinée à montrer justement que dans les échelles d'espace qui vont être importantes et qu'on va retrouver dans la modélisation, et qui donc ici on conditionne le bilan radiatif de la planète via les nuages, on va avoir des échelles très particulières. J'ai montré les échelles horizontales qu'on voyait bien sur l'image tout à l'heure. On voit un peu mieux ici les échelles verticales. Vous avez une coupe d'un nuage convectif dans le Pacifique, simulée par un modèle de Météo France, mais ces espèces de tubes verticaux, qui sont des tubes très fins, hein, de moins d'1 kilomètre, et c'est sous ces tubes verticaux extrêmement fins, dans ces tubes verticaux extrêmement fins, que se développe l'activité nuageuse, et cette activité nuageuse, donc, qui va jouer un rôle de modulation important du bilan énergétique. Alors, ce que je voudrais montrer maintenant, c'est le bilan net. Quand on fait le bilan de tous ces effets, on va avoir une distribution du bilan énergétique sur la planète, qui est une distribution un petit peu complexe géographiquement, mais dans laquelle on reconnaît néanmoins, alors on est ici en moyenne annuelle, une opposition assez forte entre les basses latitudes et les hautes latitudes. Donc vous avez ici, j'ai montré tout à l'heure, une image du bilan énergétique de la planète qui était une image en moyenne globale, c'est-à-dire résumé à un chiffre, qui disait qu'on avait égalité entre le rayonnement solaire absorbé et le rayonnement terrestre émis. Si on se place en un point de la planète, on n'a pas égalité entre le rayonnement solaire absorbé et le rayonnement terrestre émis. Ce que vous voyez, c'est qu'en moyenne, dans les régions tropicales, on a beaucoup plus de rayonnement solaire absorbé que de rayonnement terrestre émis. Et du coup, on a un excédent d'énergie qui arrive sur la planète dans ces régions-là, alors qu'au contraire, on a un déficit d'énergie, on reçoit moins de soleil que la Terre n'émet de rayonnement infrarouge dans les régions de haute latitude. Alors, je crois que c'est très important de bien comprendre que quand on dit que les régions tropicales ou les régions près de l'équateur sont plus chauffées que les régions de haute latitude, il y a deux notions à bien séparer. La première notion, c'est qu'effectivement, on reçoit plus de soleil dans ces régions-là. La deuxième notion, c'est que la Terre se défend moins bien et qu'effectivement, on reçoit plus de soleil. Alors pourquoi est-ce que la Terre se défend moins bien? Ça sera le lien avec là aussi les parties dynamiques qu'on commence petit à petit à introduire. C'est que si on voulait que la Terre se défende mieux, on imagine une planète minérale, sans atmosphère, sans océan, rien ne bouge. Ben, il faudrait que le sol soit capable d'émettre une température beaucoup plus forte, donc qu'il soit beaucoup plus chaud. Au contraire, ici, il faudrait que le sol émette moins d'énergie vers l'espace, puisqu'on reçoit peu de rayonnement solaire, et qu'il soit beaucoup plus froid. Donc, une température, une planète où l'équilibre entre le rayonnement solaire et le rayonnement terrestre émis serait vrai partout, c'est une planète tout à fait possible. Mais à ce moment-là, c'est une planète qui serait beaucoup plus chaude dans les régions équatoriales et beaucoup plus froide dans les tropiques. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a un mouvement perpétuel de l'atmosphère, de l'océan. Ce mouvement perpétuel de l'atmosphère et de l'océan, on peut le voir à la fois comme une cause et une conséquence de ce déséquilibre énergétique. Il prend de l'excédent d'énergie dans les régions équatoriales et l'amène dans les hautes latitudes, mais en même temps, il est la cause de ce déséquilibre énergétique, puisqu'il empêche les régions équatoriales d'être trop chaudes, et donc de se défendre en émettant beaucoup de rayonnement vers l'espace, et il permet aux régions polaires d'être beaucoup moins chaudes, et donc d'émettre beaucoup de rayonnement vers l'espace. Donc vous avez un
une intrication complète entre le fait qu'on ait ce déséquilibre positif d'énergie dans les régions tropicales, ce déséquilibre négatif dans les régions polaires, et le fait qu'on ait une planète où on a des fluides qui bougent, qui transportent en permanence de l'énergie depuis les basses latitudes vers les hautes latitudes. Donc derrière ce déséquilibre énergétique qu'on mesure, une mesure satellitaire, faite par un satellite d'ailleurs construit dans notre laboratoire, c'est une mesure de ce déséquilibre énergétique, c'est aussi une mesure de ce que l'atmosphère et l'océan vont être obligés de transporter vers les pôles pour compenser les déséquilibres locaux. Alors, une autre chose qu'on peut voir, c'est que on a ici, au sommet de l'atmosphère, la même image. Je les mettrai maintenant pour le mois de janvier et le mois de juillet. Vous voyez que vous avez une sorte de déplacement extrêmement fort d'un hémisphère vers l'autre de ce chauffage de la planète d'une saison à l'autre. En fait, l'image annuelle moyenne est un petit peu trompeuse. En été, on a essentiellement, en hiver, pardon, on a essentiellement un refroidissement de tout l'hémisphère nord, et on va avoir une source d'énergie considérable qui va venir depuis l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord, et qui va être la cause des moussons, en grande partie. Et puis vous avez des moussons inverses qui vont se produire ici. Enfin, vous avez le mouvement inverse quand on change de saison, donc quand on vient ici en juillet. Alors pour revenir à l'image des nuages, à la part des nuages, on peut essayer de regarder dans ce bilan l'effet qui est lié aux nuages. Et vous avez ici en fait des mesures satellitaires. Alors c'est un petit peu compliqué à lire rapidement, mais vous avez la part, les nuages vont agir deux fois sur le rayonnement terrestre, ils vont réfléchir du rayonnement solaire. C'est ce qui est représenté ici. Et on retrouve en fait l'effet des nuages que j'ai montré près de l'équateur, aux moyennes latitudes, qui réfléchissent le rayonnement solaire. Puis ils vont avoir un effet de serre important, donc ils vont avoir plutôt tendance à chauffer l'atmosphère. Et cet effet de serre est différent de l'effet de réflexion du rayonnement solaire, parce qu'il est surtout lié à la température des nuages, et il va effectivement être sensible surtout pour les nuages hauts. Si on fait le bilan, les nuages en fait ont tendance à refroidir la planète, mais ils le font de manière compliquée, et vous voyez qu'en fait ce refroidissement peut être beaucoup plus intense dans certaines régions. Vous avez ici des nuages bas, des stratus, qui sont les réflecteurs les plus intenses qu'on ait à la surface de la planète. Donc on a une image très contrastée du rôle des nuages. Globalement, les nuages refroidissent la planète, mais ils le font avec une géographie compliquée sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir. Alors, il y a un autre élément qui affecte le bilan radiatif dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant et qui fera l'objet de cours un petit peu détaillés de la part de Didier Auglustein, c'est tout ce qui est aérosol. Alors je vais en parler aussi maintenant. Dans toute cette image complexe du bilan radiatif de la planète, il y a des éléments qui sont liés à des particules solides, à des poussières. Ce qu'on appelle aérosol, c'est tout ce qui est petite poussière, petite gouttelettes dans l'atmosphère. Ces petites gouttelettes, ces petites poussières ont tendance à réfléchir le rayonnement solaire, à refroidir la planète. Et vous en voyez ici une image satellitaire très récente. Pendant longtemps, on avait du mal à les observer. Il y a un satellite français qui s'appelle, enfin un instrument satellitaire français qui s'appelle Polder, qui a permis une observation très fine de ces poussières. C'est ce qu'on voit ici. Il y a un nouvel instrument Polder qui a été lancé sur un satellite japonais récemment. Malheureusement, le satellite n'émet plus. Donc en fait, on a 9 mois de données. Le reste est perdu. Mais on peut en fait quand même voir sur 9 mois assez bien les mouvements et la dynamique de ces aérosols. Donc Didier Auglustein vous en reparlera, mais c'est pour là aussi insister sur le fait qu'on a un système qui a des composantes multiples et souvent des composantes dynamiques. Ce que je voulais montrer surtout, c'est le fait que, vous voyez, la distribution de ces aérosols à la surface de la planète est relativement complexe. Alors,
je vais en venir maintenant au sol. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer le rôle de l'atmosphère. Et ce que je vais essayer sur quoi je vais essayer d'insister maintenant, avant de conclure, c'est le fait que ce bilan énergétique, pour lequel on a surtout regardé le rôle de l'atmosphère, ben, il va affecter le sol. Alors, je vais séparer le rôle des continents du rôle des océans. Je parlerai un petit peu plus du rôle des océans. Pour ce qui est du rôle des continents, ce que je voudrais montrer, c'est surtout là aussi la diversité des surfaces continentales que l'on peut rencontrer. Et cette diversité va se traduire par une diversité de caractères réfléchissants du sol, qui va jouer un grand rôle dans la dynamique du climat. De manière générale, le sol est plus réfléchissant que les océans. Une partie de la réflexion du rayonnement solaire par le sol se fait donc sur les continents. On est capable maintenant de serrer les surfaces continentales à partir de ce qu'on appelle un indice de végétation qui est mesuré par satellite. On a donc des cartes de plus en plus précises de la distribution des types de surfaces et de la manière dont ils conditionnent le bilan énergétique de la planète. Donc ce que vous voyez ici, c'est un indice de végétation qui a été fait à partir d'instruments satellitaires. Donc vous voyez en vert les zones qui sont très largement couvertes de végétation. En blanc, les zones au contraire qui sont désertiques. Vous avez une opposition très forte en termes de réflexion entre ces zones-là. Les zones désertiques ont tendance à réfléchir à peu près 30% du rayonnement solaire qu'elles reçoivent en surface. Une forêt ne réfléchit qu'environ 10%. Elle est beaucoup plus sombre, elle absorbe la lumière, et elle réfléchit qu'environ 10% du rayonnement reçu en surface. Alors tout à l'heure, quand j'ai montré la part du rayonnement solaire qui retournait vers l'espace à partir de la surface, je n'ai pas insisté sur les ordres de grandeur, ça peut paraître, c'est dans l'ordre de 4%. 4% du rayonnement solaire incident qui arrive à la surface de la planète et réfléchit vers l'espace. Ça peut paraître très peu, mais en fait c'est une part qui va jouer un rôle considérable dans les évolutions climatiques parce que c'est une part qui est variable. Et ce que vous voyez ici, c'est une limite extrêmement fine, extrêmement forte entre des zones où on a des forêts, dans la région équatoriale et qui est associée aux pluies que je montrais tout à l'heure dans cette région-là, et puis des zones de désert. Cette limite peut changer. Elle a changé dans le passé. La zone de forêt est remontée jusque très haut il y a 10 000 ans à peu près. C'était lié au problème de précession des équinoxes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettait des moussons beaucoup plus fortes sur l'Afrique. Donc ce mouvement-là, a un impact climatique fort via la capacité de réflexion des sols qui peut être différente. Donc là, on a un lien entre le bilan d'énergie de la planète et la dynamique des systèmes de végétation, qui est un lien extrêmement fort. Il y a un autre lien très fort, c'est un lien avec tout ce qui est enneigement. La réflexion des sols dans les hautes latitudes, il est lié au fait de savoir si sur ces sols, il tombe de la neige ou pas, si sur les océans, on a de la glace. On va avoir un lien très fort sur lequel je reviendrai quand je parlerai des climats du futur, parce que c'est là que les phénomènes de fonte de neige peuvent être les plus forts, mais qui va conditionner la réflexion des sols et donc le bilan énergétique de la planète. Alors maintenant, je vais m'intéresser à l'océan. On a vu qu'une grosse partie de l'énergie, alors je vais commencer par cette image qui n'est pas très belle, mais qui va être une introduction importante. On a vu qu'on avait une grosse partie du rayonnement solaire qui est en fait absorbée au sol. Et cette absorption au sol, donc comme la Terre est couverte par 5/7 d'océan, ça représente une absorption dans l'océan. Là, vous avez une coupe des températures dans l'océan, c'est dans le Pacifique, près de l'équateur. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples, mais vous avez une profondeur qui est en centaines de mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres. Ce que vous voyez, c'est toute une zone près de la surface qui est de l'ordre de 100 mètres, et dans d'autres régions, ce serait de l'ordre de 400 mètres peut-être, qui est une zone où les températures sont très chaudes, puis après vous avez une barrière et vous avez un océan beaucoup plus froid en dessous. Ce que va faire le chauffage, ce que fait le chauffage solaire, c'est de dessiner à la surface des océans, donc là c'est une image un petit peu technique, c'est de dessiner à la surface des océans ce qu'on appelle une sphère d'eau chaude, donc une mince pellicule d'eau chaude à la surface des océans. Et
Je disais tout à l'heure que la grande différence qu'on va avoir dans la dynamique de l'atmosphère et de l'océan, c'est le fait que l'atmosphère est chauffée par le bas, donc ça va être, on va le voir, un fluide turbulent avec beaucoup de convection. L'océan, c'est juste le contraire. C'est un fluide qui est chauffé par le haut, et ce chauffage par le haut dessine ici une couche d'eau chaude en superficie, hein, mince couche d'eau chaude. Cette mince couche d'eau chaude ne se mélange pas avec les eaux plus profondes. Tout ça, c'est une barrière qui est difficilement franchissable et qui fait que ces eaux chaudes vont rester en surface et vont très peu se mélanger avec les eaux plus profondes. Alors, il faut combiner ça, je reviens, avec une autre image, qui est la distribution du chauffage net en surface. J'ai montré tout à l'heure une image des bilans nets de rayonnement au sommet de l'atmosphère en disant que globalement, le rayonnement solaire incident, absorbé, était égal au rayonnement terrestre émis vers l'espace. Si on se replace en surface, on va avoir la même chose. C'est-à-dire que j'ai montré qu'on avait un chauffage par le soleil, par l'effet de serre, et puis on a un refroidissement par le rayonnement terrestre émis par la surface, par l'évaporation. Ce réchauffement et ce refroidissement dessinent, comme on l'a vu au sommet de l'atmosphère, des inégalités. Vous avez des zones de l'océan qui sont chauffées par l'atmosphère, et puis des zones de l'océan qui se refroidissent et qui vont au contraire chauffer l'atmosphère. Donc vous avez en noir et en bleu les zones où globalement, alors c'est difficile à estimer, en fait ce diagramme c'est la comparaison entre deux estimations, vous voyez qu'elles correspondent à peu près, mais pas complètement et pas dans le détail. Je vais prendre celle du haut. Vous avez ici une estimation donc de la chaleur que l'atmosphère donne à l'océan en rouge et de la chaleur que l'océan restitue à l'atmosphère en bleu ou en noir. Et vous voyez une image complexe. De manière générale, l'océan a plutôt tendance à chauffer l'atmosphère vers les hautes latitudes. C'est cohérent avec le fait que l'océan va, comme l'atmosphère, transporter de la chaleur depuis les basses latitudes vers les hautes latitudes. Ce qu'on devine ici, c'est un mouvement où la chaleur pénètre dans les basses latitudes, va être transportée par l'océan et va être restituée à l'atmosphère dans les hautes latitudes. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui est complexe, beaucoup plus complexe que l'image atmosphérique moyenne que j'ai montrée, enfin l'image que j'ai montrée au sommet de l'atmosphère tout à l'heure, et le transport d'énergie par les océans, ça va être quelque chose de compliqué. Et pour illustrer cette complexité, je vais montrer cette image, qui est une image de ce qu'on appelle la grande courroie de transmission océanique qui conditionne les transports de chaleur par l'océan dans l'océan Indien et dans l'océan Atlantique. De cette image sont exclus le Pacifique qui relève d'autres types de dynamique. Vous avez des flèches noires qui correspondent au courant de surface et des flèches blanches qui correspondent au courant du fond de l'océan. Alors c'est quelque chose qui correspond à ce que je disais précédemment. On va diviser notre océan entre une couche de surface chaude et un océan profond froid. Ça, c'est le chauffage qui décide que cet océan est divisé en un monde chaud. On appelle ça souvent la sphère chaude de l'océan, qui est en surface, et puis une sphère froide qui est au fond des océans. En principe, cette sphère chaude et cette sphère froide pourraient ne pas communiquer, ou très peu communiquer, puisque vous avez ce chauffage en surface, l'océan de fond, qui est très peu réchauffé, le chauffage géothermique est presque négligeable, et vous pourriez avoir deux mondes qui s'isolent complètement. En fait, ils ne sont pas isolés complètement parce qu'on a des zones où l'eau de surface parvient à plonger. Donc c'est les zones avec les croix, qui sont des zones qu'on appelle les zones de formation d'eau profonde. Ce qui se passe, c'est que l'eau chaude, vous voyez l'eau chaude qui vient ici de l'océan Indien, qui traverse tout l'Atlantique, qui remonte vers les hautes latitudes, cette eau chaude, elle va se refroidir, bien sûr, quand elle arrive dans les régions polaires, mais elle va rester très salée, elle s'est évaporée, enfin, il y a eu des évaporations, on a gardé du sel, enfin, des eaux qui sont chaudes et salées, elles arrivent près des pôles, elles restent froides et salées. Froides et salées, ça veut dire assez lourdes, suffisamment lourdes éventuellement pour pouvoir plonger tout au fond de l'océan et enclencher ce courant de retour, qui est le courant par les flèches blanches.
Donc en fait, toute cette circulation océanique, c'est une circulation qui va avoir un rôle extrêmement important. C'est en fait, si je reviens à l'image précédente, elle qui permet de compenser, vous voyez, d'apporter de l'eau chaude depuis le sud. Vous voyez que toute cette zone de l'Atlantique, c'est une zone qui gagne de l'énergie au sud comme au nord, et on va ramener de l'énergie vers l'Atlantique Nord par ce courant de surface. Mais ce courant de surface n'existe que parce que on a cette possibilité de former des eaux profondes ici. Donc vous voyez, équilibre entre un système énergétique qui est piloté par le rayonnement, dont je viens de parler, et puis, là aussi, une dynamique de l'océan, qui est une dynamique complexe, et qui tient en plus sur des phénomènes extrêmement sensibles, qui sont ces formations d'eau profonde. Alors ces formations d'eau profonde, à certains moments, elles ont cessé d'exister dans le passé, et l'image complète de l'équilibre énergétique de la planète a été changée. Alors, je pense que je ne vais pas ajouter beaucoup d'éléments. Là, c'est une image qui était destinée à relativiser, mais on y reviendra quand je parlerai de dynamique, l'idée que l'océan fonctionne sur des grands mouvements à grande échelle. Quand vous regardez les détails du Gulf Stream, vous avez ici une image de la surface de l'océan. Cette image de la surface de l'océan, elle dessine aussi les courants. Les courants suivent les accidents de la surface. L'océan est beaucoup plus complexe que l'image que j'en ai donnée tout de suite, et on y reviendra. Mais, de manière générale, je ne voudrais pas introduire beaucoup plus d'éléments. Au niveau de l'énergétique, j'ai 2 transparents qui seront pour permettre de conclure, mais avant ça, je voudrais essayer de récapituler un petit peu tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai voulu montrer, c'est d'abord qu'on a un système qui tire son énergie d'un processus unique, qui est le processus solaire. Qu'on a un certain nombre de grandes régularités dans le système climatique. On a vu cette opposition entre les basses latitudes et les hautes latitudes. Et on retrouvera en fait, dans ces grandes régularités, la trace d'un certain nombre de processus qui sont liés à la rotation de la Terre. On a des contraintes fortes qui viennent de là. En même temps, ce processus, il est sensible parce qu'on a un certain nombre d'éléments cruciaux qui vont en dessiner les contours et en affecter les solutions. Alors j'en ai cité quelques-uns à dessein parce que c'est ceux qu'on retrouvera dans les problèmes de changement climatique. J'ai parlé de la vapeur d'eau, j'ai parlé des nuages, j'ai parlé des aérosols, et puis pour l'océan, j'ai parlé de cet élément de circulation océanique extrêmement sensible, qui est la formation des eaux profondes. On a dans le système climatique un mélange d'énormes régularités et puis d'éléments qui au contraire sont très sensibles et qui sont les éléments qui, si on les touche, peuvent conduire à une modification importante du climat qu'on a connu dans le passé, qu'on pourrait connaître dans le futur. Alors, 2 éléments un petit peu différents pour compléter cette conclusion. Première, c'est que j'ai pas trop parlé du système climatique dans toutes ses composantes. J'en ai parlé un petit peu pour les végétations continentales, mais le rayonnement, c'est aussi la source de beaucoup d'autres choses, et en particulier de toute l'interaction avec la vie. Vous avez ici une image du rayonnement qui pénètre dans l'océan. Et en fait, ce que vous voyez, c'est des zones bleu clair où le rayonnement pénètre très profondément dans l'océan, des zones bleu foncé où il pénètre très profondément dans l'océan, bleu clair où il pénètre moins profondément dans l'océan. Ces zones dessinent en fait des cartes de la vie dans l'océan, du phytoplancton. Ce qui empêche le rayonnement de pénétrer profondément, c'est la présence de phytoplancton. Et vous avez une interaction très forte entre ces cycles énergétiques, non seulement avec la dynamique de l'atmosphère dont j'ai parlé, non seulement avec les systèmes de type végétation continentale dont j'ai parlé, mais avec une chimie et une biochimie beaucoup plus vastes. Et ce qu'on voit, c'est ici une trace au niveau de l'océan. Le rayonnement, c'est une source de vie, et la vie elle-même affecte le rayonnement. Et on en voit ici la trace dans cette sphère chaude dont je parlais tout à l'heure, l'épaisseur de l'océan qui va être
soumise au rayonnement solaire dépend de l'interaction du rayonnement solaire avec le phytoplancton. Alors, dernier élément dont je voudrais parler, j'espère pas trop vous avoir étourdi, c'est cette liste ici sur laquelle on reviendra en détail. Donc je ne vais pas la commenter fortement aujourd'hui. C'est tous les éléments par lesquels l'homme perturbe l'équilibre énergétique dont je viens parler. Vous avez des gaz à effet de serre, vous avez des aérosols, vous avez des variations de la constante solaire. Ça veut dire que tous les éléments qu'on a discutés ici, on va les retrouver quand on va discuter les variations du bilan radiatif qui sont dues aux activités humaines. Ce que je voudrais montrer, c'est l'ordre de grandeur, parce que ça servira un petit peu de lien avec les séances suivantes. C'est quand on regarde les variations des gaz à effet de serre accumulées depuis le début de l'ère industrielle, on a une variation de 2,5 watts par mètre carré. Alors ces 2,5 watts par mètre carré, c'est à rapporter à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire, peut-être rester ici, à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire 240 watts par mètre carré absorbés, 340 réfléchis, 340 absorbés plus une partie réfléchie. Le moteur du climat, c'est de l'ordre de 240 watts par mètre carré. La perturbation anthropique, c'est une perturbation de la machine climatique au centième. Donc on va perturber cette machine climatique d'une manière qui paraît extrêmement faible. Et pourtant, ce qu'on atteint, ce sont des variations de température de quelques degrés qui sont beaucoup plus fortes que les températures qu'on a connues depuis quelques milliers d'années. Ça veut dire que malgré sa complexité, malgré l'ensemble extraordinairement riche des processus qui participent à l'équilibre climatique, l'équilibre climatique depuis 5000 ans est un équilibre qui est extrêmement fin, à mieux que le pourcent, beaucoup mieux que le pourcent, et tous ces processus s'imbriquent les uns dans les autres pour faire un tout et qui atteint un niveau d'équilibre extraordinairement sophistiqué. Donc c'est cet équilibre extraordinairement sophistiqué entre des processus qui sont variés, qui sont multiples, qu'on va perturber, dont on va voir les conséquences que leur perturbation peut entraîner. Mais avant ça, on verra la partie dynamique, c'est-à-dire tout ce que j'ai peu évoqué, c'est-à-dire cette distribution des climats sur le globe. Ça sera la séance prochaine. Voilà, je vais m'arrêter ici.